Bonjour Monsieur le maire, en tout cas, vous êtes maire de Baillargues, Jean-Luc Messonnier, et délégué, conseiller métropolitain notamment aux festivités, au sport traditionnel. Tout à fait. Et aujourd'hui, on vient discuter de ce qui va se passer le 11 février à Montpellier. Et c'est plus qu'anecdotique, hein, ce rassemblement, cette manifestation même du 11 février qui se tiendra à Montpellier. Alors c'est quoi, grosso modo, qu'est-ce qui va se passer sur Montpellier? Pourquoi ce rassemblement on attend des milliers de personnes à première vue, hein? Alors tout à fait, alors la genèse de cette manifestation, elle est très simple. C'est qu'il y a eu une tribune qui a été co-signée par des élus animalistes de la ville de Montpellier, rejoints par des pseudo, je dirais, écologistes, pour réformer certaines pratiques au niveau de nos élevages, parce que je suis moi-même éleveur de taureaux, et nous n'avons pas supporté, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que ces mêmes animalistes écologistes ont pris position pour supprimer la chasse sur certains territoires de la métropole, ont pris position pour remettre en question aussi certaines cultures auxquelles nous sommes très attachés. Donc nous avons pris le taureau par les cornes, si on peut dire, et nous avons décidé de faire une manifestation, donc le 11 février à 11 h, sur la Comédie, essentiellement devant l'esplanade Charles de Gaulle, devant le Coron. Alors pourquoi devant l'esplanade Charles de Gaulle? C'est parce que le revêtement de la Comédie ne permet pas d'accueillir plus de 700 chevaux. Nous attendons plus de 700 chevaux. Donc il faut des endroits où les chevaux ne vont pas glisser. Mais cela dépasse la bouvine et la culture, on va dire camarguaise. Nous sommes sur des attaques récurrentes et je dirais stigmatisantes du milieu agricole. Tout éleveur, que ce soit un éleveur de canards, que ce soit un éleveur de cochons, un éleveur de taureaux, qu'il soit de combat ou un taureau camarguais, d'éleveurs de chevaux, nous sommes tout le temps décriés et stigmatisés comme si nous étions des barbares voués à certaines pratiques culturelles qui sont d'outre-tombe. Il faut savoir que ces pratiques qui animent nos fêtes, notamment les fêtes de la bouvine, où on arrive à se retrouver sur un côté intergénérationnel, un côté où le lien social est essentiel pendant les fêtes, ces pratiques-là ne sont pas à remettre en question par des gens qui n'ont pas les codes. Ces gens-là n'ont pas les codes, et autant ils peuvent parler peut-être de balade à vélo dans des milieux urbains, ce qui, je pense, fait la panacée de pas mal de monde qui s'identifie peut-être à Madame Hidalgo, je dirais, à Paris. Sauf que je ne pense pas que les Parisiens sont tous contents de cela. Donc on leur demande de nous laisser vivre notre culture, parce qu'on parle de tradition, mais c'est plutôt une culture. Et c'est quelque chose que nous souhaitons maintenir en l'améliorant, nous, au fur et à mesure, en fonction de tout ce qui peut se présenter, mais sur nos propres territoires. La métropole de Montpellier est une métropole qui est riche de sa diversité, et on s'aperçoit que les élus, je dirais plutôt urbains, qui font partie du conseil municipal, et Dieu sait, heureusement, il n'y a pas une grosse majorité, mais il y a quand même une quinzaine d'élus qui se positionnent pour arriver à uniformiser une manière de voir, une manière de penser, et surtout une manière de consommer. Derrière, il ne faut pas se leurrer, c'est le lobbying anti-viande qui, à terme, arriverait à se positionner pour nous expliquer il n'y a plus lieu de manger de la viande, de faire des élevages et de respecter certaines traditions, certaines cultures. Donc là, nous disons stop. Et nous avons lancé dans cette manifestation à laquelle nous attendons plus de 10 à 15 à 20 000 personnes. Nous savons, Monsieur le maire, qu'on comprenne bien, puisque tous nos téléspectateurs ne sont pas forcément des gens d'ici, donc la bouvine, concrètement, c'est sur un petit territoire, hein. C'est vraiment Montpellier jusqu'aux Bouches-du-Rhône. Tout à fait. Ouais, la bouvine commence sur la partie, on va dire, la partie est de Montpellier, et s'arrête, on va dire, à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Voilà, remonte un peu sur le Vaucluse, mais très peu, mais Bouches-du-Rhône, Gare et Hérault essentiellement. La bouvine, quand on parle de bouvine, c'est la course camarguaise. Donc la course camarguaise, nous sommes sur 117 élevages de taureaux. Donc c'est plus de 20 000 têtes de bétail. Ce sont en même temps 2000 cavaliers. Et il y a essentiellement des retombées économiques pendant les fêtes. Pour vous donner un chiffre, c'est quand même quelque chose qui parle de lui-même. Ces retombées économiques, sur un investissement, on va dire, de 7 millions d'euros, vous avez 70 millions d'euros de retombées économiques, mais locales. C'est-à-dire que ça consomme local par rapport à... Donc quand vous êtes une collectivité, que ce soit une mairie ou un EPCI qui subventionne, comme la métropole subventionne le trophée Montpellier Métropole, il y a un ratio qui est quand même assez intéressant. On passe de 7 millions d'investissements à
70 millions de retombées économiques qui restent sur place. Mais dans ces 7 millions, je voudrais vous expliquer comment ça se passe. Sur les 7 millions d'investissements, ça se compose, on va dire, en tiers. Vous avez un tiers qui vient des subventions des collectivités, mairies et EPCI, donc conseil régional, conseil départemental, surtout métropole. Vous avez après la billetterie, et après vous avez les clubs taurins, qui sont composés de bénévoles, qui organisent des petits lotos, qui organisent des manifestations pour rentrer un peu d'argent. Donc vous voyez comment ce lien social est essentiel, et surtout le ratio d'argent public, donc qui se limite à un tiers des 7 millions, on va dire 2 millions, 2 millions et demi d'argent public, 70 millions de retombées économiques. Donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'argent public qui soit aussi bien utilisé pour avoir une dynamique économique avec un tel ratio. Et donc c'est là-dessus où il faut prendre conscience que ces bobos écologistes et animalistes n'ont pas conscience de l'impact qu'il y a derrière et surtout du lien social qui existe. Dans nos fêtes, ce lien social, il est, comme je vous le disais, intergénérationnel, mais aussi par les temps qui courent, avec ce phénomène sociétal qui a été lié au Covid, avec des gens qui se recentrent sur eux-mêmes et qui font preuve de nombrilisme, je dirais, d'une manière exacerbée. Il faut comprendre que ce lien social, pour nous, est essentiel. Il est essentiel, c'est le bien vivre ensemble, c'est le côté, alors je vous le disais, intergénérationnel, mais aussi les nouveaux arrivants. Quand on parle de culture, on a beaucoup de gens qui arrivent de la ville maintenant, qui viennent chercher les services qu'ils peuvent trouver dans nos communes, qui sont des communes qui sont passées de communes rurales à communes périrurales, mais qui se sont dotées de crèches, de maisons de retraite, de services de transport et tout, mais qui ont gardé une identité avec un côté patrimonial agricole, parce que même s'il y a de moins en moins d'agriculteurs, de viticulteurs, moi je parle de ma commune de Bayargues, nous avons quand même un passé oléicole et viticole, où il y a une âme qui transpire, et où les urbains sont venus retrouver une quiétude de vie, et voilà. Donc là-dessus, on s'aperçoit que les plus gros détracteurs sont ceux qui n'ont jamais mis le pied dans nos communes et qui ne comprennent pas qu'on n'a pas attendu d'eux, qui nous amènent soit le tout à l'égout, soit l'électricité. Voilà. Non, mais c'est intéressant, parce que vous parlez, vous avez modifié le terme tradition en culture. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est une véritable culture enracinée. Et je suis frappé, moi, de voir, notamment sur ce secteur que je connais bien, cette culture qui m'appartient aussi, qui a beaucoup de jeunes gens, notamment chez les rasetteurs. Vous avez beaucoup, il y a une école d'ailleurs à Bayard, je crois. Tout à fait. Donc il y a beaucoup de jeunes aussi qui, à un moment donné, basculent pour devenir rasetteurs et qui forcément s'approprient aussi les traditions. Alors là-dessus, bon, moi, ça a été assez facile parce que quand j'ai été élu, étant ancien moi-même, ancien raseteur, j'ai raseté pendant plus de 15 ans. Pour moi, il y avait un sens à créer une école de raseteurs à Bayard, qui est une des plus référentes sur toute la Camargue, parce qu'elle a été encadrée par des raseteurs qui avaient fait leurs preuves, notamment pour donner des cours à des jeunes qui vont quand même risquer, je dirais, leur vie à terme, mais déjà leur santé, devant, même si c'est des petits euros au départ. Mais il y a quelque chose de fondamental, c'est qu'on s'aperçoit que depuis que les raseteurs existent, il y a eu un mélange culturel et d'origine de tous les pays du monde, et notamment nous, la partie Maghreb, mais il y a aussi la partie espagnole, et tout cela. Et devant l'adversité que peut amener un taureau, en l'occurrence un taureau camarguais, il n'y a pas de distinction de race. Le taureau, il ne regarde pas si le raseteur est chinois, algérien, marocain, un bon produit français ou un bon produit suédois. Voilà. Donc il y a une complicité dans le danger que peut encourir un raseteur, une complicité par rapport à toutes ces ethnies. Et ça, c'est le plus beau moyen d'intégration. En plus, quand vous êtes raseteur, je ne dis pas que vous prenez pour un gladiateur, mais quand même, parce que vous affrontez dans une arène, dont symbole des jeux de Rome à l'époque, où vous allez risquer votre vie. Quoi qu'on en pense, chaque année il y a des accidents malheureusement, plus ou moins graves. Donc il y a quand même une bravoure à afficher quand vous allez dans ce sport-là, puisque c'est un sport qui est reconnu par Jeunesse et Sport, c'est vraiment quelque chose qui est codifié. Donc là-dessus, il est très important pour moi d'avoir une école taurine à Bayargues pour, comme vous le disiez, avoir un facteur d'intégration de néo-bayargois, de nouveaux-bayargois, vous voyez, toute cette culture où les gens arrivent dans les arènes, découvrent, adhèrent ou n'adhèrent pas, mais à minima respectent. Et c'est un exemple parce que, effectivement, vous l'avez dit, et moi je suis frappé de voir le nombre de jeunes maghrébins qui sont rasetteurs.
et qui s'approprient vraiment cette culture une nouvelle fois, sachant aussi que c'est un sport de haut niveau. Être raseteur, c'est un sport de haut niveau. Il ne s'agit pas d'aller avoir une hygiène de vie déplorable. Et je trouve qu'effectivement, en termes de facteur d'intégration, c'est quand même quelque chose d'extrêmement redoutable. Exactement. Vous êtes obligé d'avoir un régime, même je dirais un régime psychologique strict pour ne pas risquer, quand vous êtes en plein dans la partie de la course camarguaise face à un taureau, d'avoir la conscience d'une part de ce que vous risquez, du danger et tout, d'où les préparations physiques qui sont, vous savez, quand vous êtes dans une arène, vous faites que du fractionné, on va dire. Vous faites que des sprints, vous tapez dans le béton, vous redescendez, vous ressautez. Et des fois, j'invite des gens qui disent « Ouais, c'est super, j'aimerais essayer », mais quand ils sont dans une arène, bien sûr, sans taureau, quand ils arrivent à courir et qu'ils se retrouvent devant la barrière, c'est « Mais comment ces sportifs arrivent à s'envoler et aller… Et bien, tout ça, c'est quelque chose qui s'initie, qui s'apprend, mais qui demande de longues années avant de pouvoir prétendre affronter un taureau avec des cornes bien pointues, parce que vous savez que dès que les jeunes raseteurs apprennent, on met quand même des embouts qu'on appelle des emboulages sur les cornes des taureaux, et cela c'est la beauté de pouvoir avoir un jour à se mesurer à une bête qui est respectée, puisque cette bête le soir elle retourne dans les prés, cette bête elle peut, ce taureau il peut arriver jusqu'à je dirais 10-15 ans à courir dans les arènes. C'est vraiment, et on vénère les taureaux. Les taureaux, on les vénère. Dans la course camarguaise, le taureau, je dirais, vit sa plénitude. Et je trouve que c'est vraiment fabuleux parce qu'on voit l'intelligence du taureau qui progresse avec l'âge du taureau. Les taureaux, on commence à les élever à 2-3 ans, à les amener dans les arènes à 3 ans, on les réessaye à 4 ans. Et petit à petit, ils apprennent le jeu, puisqu'on parle de jeu. Et ils arrivent à dominer les hommes. Et quand vous avez les hommes qui n'osent pas affronter un taureau, eh bien, le public scande et applaudit le taureau, quoi, et siffle les hommes. La vedette d'une affiche dans une course camarguaise, c'est le taureau, ce n'est pas l'homme. Nous ne sommes que les acteurs de la mise en lumière du taureau. D'ailleurs, les gens se déplacent uniquement pour voir des taureaux avec des noms de taureaux. Ils ne vont voir les taureaux, pas forcément les raseteurs. Exactement. Finalement, là, ces élus écolos, animalistes, véganistes ou je ne sais quoi d'autre, finalement, ils reprochent quoi? Donc, on a bien vu la filiation entre l'attaque faite sur la tauromachie et sur la corrida. Tout à fait. Sur une forme de tauromachie de la corrida. Et puis maintenant, là, ils se sont mis, vous l'avez dit, avec ce Tribune dans le Monde, que j'ai lu d'ailleurs, et c'est bien normal, sur la pratique taurine, sur la culture de la bovine. Qu'est-ce qu'ils reprochent, ces gens, finalement? Il n'y a pas de… Alors, ils nous reprochent deux choses. Ils nous reprochent essentiellement la manière dont on a de stérilisation des taureaux, qui peut prêter à confusion selon les pratiques que peuvent faire certains manadiers qui ne sont pas dans le moule de la réglementation, notamment une action vétérinaire où on endort le taureau et la marque au feu. Sauf que la marque au feu, il faut savoir que ce sont des bêtes sauvages. Les bêtes sauvages, donc elles sont médaillées à chaque oreille un numéro, comme dans tous les élevages de bœufs en France et de taureaux. Sauf que quand vous avez 150 taureaux que vous ne pouvez pas approcher, de loin, vous ne voyez pas le numéro. En plus, il y a des poils qui poussent dessus et tout. Donc la marque au feu sur le dos du taureau nous donne le numéro du taureau et c'est essentiel pour le contrôle des services vétérinaires. Donc ça, c'est une obligation. C'est essentiel aussi pour pouvoir, dans la prestation d'une arène, un taureau qui sort, vous savez, beaucoup de taureaux se ressemblent, et d'avoir vraiment une identification par ce numéro où on ne peut pas tricher, mais qui est écrit en gros sur le dos du taureau. Et après, une histoire d'escoussure, mais là qui est en train de s'estomper, puisqu'il y a beaucoup moins de manadiers, donc d'éleveurs de taureaux Camargue, qui font des escoussures, c'est-à-dire une entaille dans l'oreille des taureaux pour les repérer en fonction des manades. Donc ces gens nous reprochent ça, et reprochent aussi la partie, alors on appelle ça spectacle de rue, en disant que les taureaux lors d'abrivades bandides, puisque ce sont des traditions qui se sont modifiées petit à petit, parce qu'à l'époque, les abrivades, donc on a mené à une course de taureaux, les taureaux encadrés par des chevaux jusqu'aux arènes. Ils partaient petit à petit avec toutes les infrastructures, ils sortent d'un camion, ils vont dans le tauril, et là on a maintenu les abrivades, donc là on amène les taureaux dans les arènes, et on les ramène le soir par la bandido. Qui a été fortement aseptisé. Hein. Voilà, tout fortement à fait. aseptisé depuis plusieurs années. Hein. Tout à fait. Et donc là, ils nous reprochent de faire courir des chevaux et des taureaux sur le goudron. Sauf que moi, je leur rappelle quand même que ces spectacles-là, ça nous
remplit les rues de gens qui viennent à un spectacle gratuit. Les spectacles gratuits ne font pas légion, ce sont des spectacles de rue gratuits, et les taureaux ne souffrent pas plus qu'un taureau qui court dans une arène ou qui pourrait avoir un mauvais coup dans le pré. Donc voilà un peu la distorsion entre ces bobos qui veulent nous expliquer qu'il faut interdire ça, mais qui ne sont jamais venus les voir, et qui n'ont pas mesuré l'engouement et l'impact aussi de pouvoir avoir des gens qui n'ont pas de gros moyens par le temps qui court, mais qui viennent gratuitement assister à des spectacles qui durent 2 heures dans les rues, parce qu'il y avait plusieurs taureaux avec des chevaux. C'est intéressant, puisqu'on arrive vraiment là au milieu du problème, me semble-t-il. C'est qu'on se retrouve, est-ce que pour vous, il y a cet affrontement entre le monde rural, la ruralité, et cette France périurbaine, même métropolisée qui, vous l'avez dit, ne va jamais dans les villages, ne connaît pas les fêtes votives et voit finalement les villages par procuration dans un certain folklore quand ils vont l'été, je ne sais où. Mais par contre, l'identité du village et même l'identité de la ruralité, parce qu'à mon avis, il est question de ça aussi, est-ce que finalement c'est cet affrontement qui est beaucoup plus large que la bovine en elle-même? Tout à fait. Moi, je pense que, comme on le disait, la bovine, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais le milieu agricole est attaqué, parce que bon, ces bobos, ils veulent manger bio et local, sauf qu'ils mettent des barrières à la pratique d'une certaine manière de cultiver, qui est autorisée dans notre pays limitrophes. Donc, ils préféreraient, d'un côté, bloquer des jeunes agriculteurs sur leur manière. Alors, bien sûr, les pesticides, quand on peut les éviter, il faut les éviter. Sauf qu'il y a une distorsion sur tous les pays qui composent la communauté européenne, où les Espagnols ont des autorisations. Donc, quand on regarde l'indice carbone, c'est sûr que les Espagnols peuvent faire entrer, grâce aux pesticides, des quotas de fruits ou de légumes que ne peuvent pas produire nos agriculteurs, qui, eux, ont des contraintes, parce qu'en France, on a le don de se tirer des balles dans le pied pour être exemplaire. On le voit sur pas mal de choses. Donc là-dessus, il y a un ras-le-bol sur cette partie-là, un ras-le-bol sur le côté culturel, la chasse. On aime ou on n'aime pas la chasse, moi je ne suis pas chasseur, mais je respecte les gens qui peuvent chasser, et on n'est plus sur l'image des inconnus où ils sont tous bourrés, ils tirent. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a eu des caricatures qui ont conforté certains accidents de chasse ou certaines confrontations entre gens, et moi je le vois à Bayard, les gens ont tout à fait le droit de se balader dans la garrigue en vélo sans avoir quelqu'un qui leur tire à côté. Mais je pense que là-dessus, il y a une évolution qui a été faite par le milieu des chasseurs, et ils sont dans la réalité d'une amélioration par rapport à tout ce qui peut être danger ou même désagrément de nos communes périurbaines, où on doit maintenir la chasse, on doit maintenir le partage de la nature et surtout de son environnement. Donc là-dessus, il y a tout un amalgame qui a été fait, et ces bobos montrent du doigt rien que le côté négatif, et enfoncent sur le côté négatif parce qu'ils ne viennent pas chez nous. Donc voilà. Pour revenir à tous ces milieux, on est quand même sur, et la Camargue, et j'associe aussi les éleveurs de taureaux de combat, parce qu'il y a des taureaux espagnols en Camargue, il y a certains élevages, c'est la préservation des territoires. C'est la préservation de milieux qui, s'il n'y a plus ces bêtes-là qui sont élevées en semi-liberté, on appelle ça, les pays vont se refermer, c'est-à-dire qu'il va y avoir des broussailles qui vont pousser, il y aura des gens qui vont aller dessus, il y aura peut-être même des zones qui sont actuellement, puisqu'on est sur une agriculture extensive, on va passer sur des zones qui pourraient passer en zone intensive, c'est-à-dire qu'il va y avoir du riz, il va y avoir peut-être du blé dans certains endroits, donc on va ronger des espaces naturels qui servent aussi par protection, par la présence des taureaux, à des nidifications, que ce soit pour les flamants roses, pour les aigrettes, pour ça, vous voyez. Donc ça, il y a un écosystème, et la biodiversité de la Camargue n'est pas assez mise en lumière, surtout à ces gens qui veulent nous expliquer qu'il faut tout arrêter. On parle aussi de races qui vont s'éteindre, parce que le jour où il n'y aura plus de taureaux camarguais ou de taureaux espagnols, il n'y aura plus de chevaux. Parce que les 3/4 des chevaux Camargue, qui font la belle carte postale, les taureaux noirs, les chevaux blancs et le flamant rose, comme on dit, les gens ils viennent voir ça dans nos pays, on les voit quand ils s'arrêtent pour prendre en photo les flamants roses. Le jour où il n'y aura plus ça, l'économie va tomber, et on sait que nous n'avons pas de grosses industries dans le secteur de Montpellier et tout. Donc nous, nos ressources économiques, c'est surtout le tourisme. Et le tourisme lié à cet impact de la Camargue, de la biodiversité qui fait la richesse de toute une faune et une flore qui est à préserver. Et surtout une destruction d'emplois. Exactement. Parce que s'il n'y a plus de bovines, il n'y aura plus de manadiers. Et la Camargue sera menacée aussi, parce que c'est un territoire très fragile, la Tout Camargue. à fait. Ne serait-ce que par la salinisation. On s'aperçoit que les chasseurs, les manadiers maîtrisent des martelières pour réguler l'eau douce, alors qu'elle vienne du Rhône ou qu'elle vienne des bassins versants des différents territoires.
Mais cela peut compromettre par l'impact des zones littorales qui s'érodent, et notamment avec le sel qui rentre, notamment quand il y a des gros coups de sud, ces zones de salinisation, une fois que le sol a été imprégné du sel, s'il n'y a pas des gens qui verrouillent les martelières dans les écluses pour faire entrer l'eau douce, bloquer l'eau salée qui rentrerait par les différents endroits, et bien les territoires sont perdus. Parce qu'enlever le sel d'une terre qui a été immergée par l'eau salée, c'est fini. Donc il n'y a plus rien qui pousse et ça devient des territoires qui se referment et qui ne sont plus exploitables. Pour revenir à votre village, vous le dites, d'ailleurs on le voit avec les dernières études, notamment à Paris, beaucoup de Parisiens intramuros, Parisiens patentés ont quitté Paris pour aller notamment en Bretagne, sur la côte ouest, mais ici aussi, il y a une population ici d'urbains, parce que vous avez des bobos finalement, qui sont aussi venus se mettre, s'installer, acheter dans des villages comme le vôtre. Ça aussi, ça pose un problème. Ça aussi, il y a une autre perception en tant que maire de ces traditions par rapport à une population, une nouvelle population qui a de l'argent en plus, qui a plus d'argent. Comment ça se passe, vous, en tant que maire, pour le coup? On sort un peu, mais pas tellement du sujet, finalement. Non, moi, j'accueille ces nouvelles populations comme une richesse. Parce qu'on a des flashs, ou je dirais des projecteurs, qui se posent sur des endroits où nous, on n'avait pas porté une importance prépondérante. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand il y a des nouveaux arrivants qui arrivent aussi, bien sûr, avec un panier qui est plus que le panier moyen, pour acheter à la limite une vieille bâtisse dans Baillargues. Moi, je vois ces vieilles bâtisses, il y a toujours un budget restauration, un budget, je dirais, restauration, rénovation, ou même investissement qui amène un plus à la richesse d'une commune dans la partie historique de ma commune, de Baillargues, qui embellit les rues du village. Et ces personnes-là, à partir du moment où elles intègrent le fait que les gens vivent comme ça, notamment à travers les traditions, à travers la culture, et souvent, ils sont en recherche justement d'un côté culturel, identitaire, qu'ils n'avaient pas là où ils étaient. Surtout quand ils arrivent de quartiers, même UP, de Paris, de Lyon ou de n'importe où. Là-dessus, on s'aperçoit que c'est les meilleurs défenseurs, les meilleurs ambassadeurs de nos communes qui cherchent à s'intégrer et tout, à partir du moment où ils ont les codes, on leur donne les codes avec les limites à ne pas franchir, les limites où ils peuvent amener, le bon sens qui peut échapper des fois quand vous êtes dans une commune où vous avez l'habitude de passer dans une rue où il y a quelque chose qui ne vous a pas interpellé, mais eux, bon, alors je ne dis pas qu'on les attendait pour modifier certaines choses, mais je dirais que moi c'est une valeur ajoutée. À partir du moment où ils n'essayent pas d'imposer un style de vie qu'ils ont connu ailleurs, et pour s'imposer d'une manière, à nous modifier des habitudes. Les habitudes sont à améliorer à partir du moment où elles sont d'intérêt général et où il y a un impact qui correspond à un embellissement de la ville. Donc on parlait justement de tout ce qui est restauration, de tout ce qui peut amener d'un côté culturel, sans pour cela rentrer dans une dénaturation de l'identité de la ville. Voilà, toujours être rattaché au côté, on sait d'où on vient, on sait où on peut revenir. Et par contre, quand ils viennent, bon, moi je vois pour ma commune, ils viennent parce que bien sûr on a les transports urbains avec le pôle d'échange multimodal qui est une nécessité aujourd'hui quand on voit l'augmentation des carburants. Ils viennent parce qu'il y a 2 crèches, ils viennent parce qu'il y a une maison de retraite municipale quand on voit les scandales qu'il y a eu sur les maisons de retraite privées. En plus, on l'a inauguré il y a à peine 2 ans. Donc ils viennent à la recherche d'un service et d'une quiétude. À partir du moment où votre ville elle est propre, votre ville elle est sécurisée dans la mesure du possible pour pas qu'ils soient dérangés le soir quand ils ont envie de dormir ou regarder la télé. À partir du moment où vous les faites participer les premiers temps, et notamment moi quand j'accueille les nouveaux arrivants, les 3/4 du temps, on leur permet de venir aux arènes, bien sûr, gratuitement. On intègre les enfants dans pas mal de choses, et notamment le centre de loisirs ici, au niveau des gamins, quelque chose d'extraordinaire qui fait référence dans toute la région. Donc tout cela, c'est hyper important. Donc ces bobos qui arrivent de la ville et qui viennent habiter ont en plus une faculté supplémentaire, c'est de pouvoir parler de ce qu'ils voient au quotidien. Contrairement aux bobos qui restent enfermés dans les secteurs, on parle de Montpellier là, et qui parlent de loin. Voilà. Et donc c'est là où on a un peu une distorsion avec ces gens-là qui n'ont pas la connaissance et qui veulent nous expliquer ce qu'il faudrait faire alors qu'ils n'ont pas la connaissance. Ce qui est intéressant, c'est que les traditions finalement, j'ai l'impression que c'est pour vous aussi l'antidote au village dortoir.
Aux périphéries dortoirs, littéralement dortoirs. Les gens ne font que passer, viennent et partent voilà. Exactement. Donc pour moi, la chose la plus importante, c'est d'avoir à faire ressortir, d'où les différentes fresques que nous avons faites dans la ville, avoir un passé identitaire. Un passé identitaire, c'est faire adhérer les gens à quelque chose qu'ils n'ont pas vu ailleurs, même dans une autre commune. Bayard le village était fortifié à l'époque. Donc il y a des portes, il y a une ancienne herse, et là ça interpelle, on se dit à une époque il y a des gens qui ont résisté à quelque chose. Donc c'est mieux peut-être qu'une autre commune qui n'ait pas une partie fortifiée. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'arriver à avoir ce côté imprégnation de ce qu'on va faire ressentir. Quand vous faites des rues, vous pouvez mettre autant du béton que de la vieille pierre. Nous, les trottoirs, elles sont en pierre de Claret. Donc il y a un côté un peu, on s'attache aux matériaux qui sont des gisements locaux. Donc on conforte le côté identitaire. Et en même temps, bien être attaché au côté culturel. Moi, j'ai pas honte de le dire, même à vous. Moi, ça fait depuis que je suis élu, depuis 21 ans, il y a une crèche dans la mairie, il y en a une autre devant la mairie, il y en a une dans l'église. Pour moi, c'est plus dans une marque de tradition culturelle où toutes les vieilles familles de Bayard, je me souviens avec ma grand-mère, on s'est dépassé, on allait voir les crèches des uns et des autres. Plus que d'être obligé d'aller à l'église le matin. Voilà. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. La crèche fait partie de nos traditions et je ne vois pas pourquoi on nous imposerait de les enlever. Donc moi, la crèche est à Bayargues depuis plus de 20 ans et elle restera devant la mairie à chaque fois qu'il y aura les fêtes de Noël et tout. Et ça, c'est hyper important. Et les gens s'interpellent parce que même les gens qui sont un peu contre ça se disent bon, il y a quand même une ville qui affiche son identité, une ville qui affiche un peu une manière de voir les choses. Et c'est sécurisant par les temps qui courent. Je pense que les gens maintenant sont très attachés à leur leader. Quand je dis le leader, mais si on peut parler de leader au niveau d'un maire, mais un maire doit afficher du caractère, il doit dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Au bout de 6 ans de mandat, on rend la copie, vous êtes content, vous nous remettez en place, vous n'êtes pas content, nous vous virez. Mais moi je n'assumerai jamais de faire des compromis sur des choses qui me sont pour moi très, très essentielles. Comme vous arrivez dans Bayard, vous avez le drapeau bleu, blanc, rouge qui flotte. Immense. Il est immense. Moi j'ai dit, je veux un drapeau plus beau que celui de l'Élysée. On m'a dit, on ne peut pas faire plus gros que celui de l'Élysée. J'ai dit, mettez-moi au moins le même. Voilà, donc quand vous sortez l'autoroute à Bayard, vous avez le drapeau bleu, blanc, rouge. Moi, avant d'être européen, je suis français. On a trop souvent décrié le drapeau bleu, blanc, rouge en étant, c'est l'amalgame avec, à l'époque c'était le Front National, maintenant on parle de Rassemblement National, maintenant on parle, c'est fini. Parce qu'on s'est aperçu quand même qu'au-delà des identités politiques des uns et des autres, il y avait des idées qui tenaient la route dans tous les partis politiques. Et il faut arrêter les conneries. La décrépitude, que ce soit de la droite, je dirais traditionnelle, comme de la gauche traditionnelle, les extrêmes prennent une place énorme. Je dirais moi, honnêtement que je n'ai pas tremblé de recevoir, et notamment à la manifestation, des gens qui viennent de l'extrême gauche à l'extrême droite. Par contre, on est là pour défendre un côté rural, qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite. Donc voilà, donc il faut arrêter les conneries avec une stigmatisation par rapport aux couleurs de notre drapeau tricolore. Mais oui, c'est vrai que c'est marquant ici à Bayard et ça tient presque de la résistance, tout à monsieur fait. le maire, très, très sincèrement. La crèche, le drapeau français en 8/6 devant, c'est de la résistance. Oui, c'est la résistance, c'est clairement affiché que bon, au bout d'un moment, je n'ai pas de dictat à recevoir de gens qui ne sont pas concernés par ce que l'on vit, nous, dans nos communes et de la manière dont on gère nos communes. Moi, 4e mandat, j'ai été élu à chaque fois au premier tour, ça prouve que tout le monde s'y retrouve. Donc au moment, le jour où je serai élu plus qu'à 50%, je me poserai des questions. Surtout, j'ai été élu à plus de 60-70%. Enfin, les derniers coups, c'était encore plus facile, il n'y avait qu'une liste. La mienne, je sais pas, je veux dire, c'est dire que la démocratie est là. Et surtout, tout le monde adhère à ma manière, à ma vision de conduire le village, et maintenant qui est une petite ville. Voilà. Parce qu'il y a la partie gestion de la cité, dépenses publiques, investissements, ça c'est extrêmement important, et vous le savez mieux que moi, mais vous pensez aussi qu'une partie de la population se reconnaît aussi dans ce côté très identitaire dans lequel il se retrouve à Bayard, dans un morceau de France, j'ai envie de dire, je vais être polémique, mais c'est ça. Mais tout à fait, tout à fait. Je pense que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui, moi je prends pour interroger les nouveaux arrivants. Bon, qu'est-ce qui vous a fait choisir Bayard? Je me regarde, chaque fois c'est la question, parce que ça me permet d'avoir un peu le barème, la tendance, le pouls, je dirais, elle dit, parce qu'on est rentré dans votre ville, on le trouve sympa, tout, puis c'est propre.
Et je pense que la propreté dans une ville dénote la manière d'orienter les budgets de la ville par rapport. Voilà. Je sais que bon, on met les moyens, voilà, la ville elle est propre, elle a l'air tranquille, il y a du service, mais surtout, ce qui nous a plu, c'est qu'on nous a dit que vous avez mauvais caractère. Déjà, c'est pas que vous avez bon caractère, c'est que vous avez mauvais caractère. Ils le disent bien sûr une note d'humour, mais ils le disent pour cibler le fait que, comme je vous le disais, maintenant, je dirais, je pense que les populations, comme les différentes communautés, veulent des chefs de guerre. Quand je dis chef de guerre, je ne me prends pas pour un chef de guerre, mais je sais où je veux aller et qui même me suivent. Le jour où les gens me suivront moins, je ne me représenterai pas. Voilà. Donc il faut arriver à dire je veux aller là, voilà les moyens que je mets, ça vous plaît, ça vous plaît, ça vous plaît pas, on se donne rendez-vous là-bas, vous verrez que tout le monde sera concerné. Quoi. Parce que les gens ils ont besoin d'une sécurité maintenant. On le voit, il y a de plus en plus d'agressions un peu de partout, il y a de plus en plus de gens qui sont, je dirais, qui font des déprédations de partout. Donc si vous mettez votre ville, maintenez votre ville dans un climat plus ou moins de sécurité, quel que soit. Moi, quand j'ai commencé à mettre des caméras de vidéosurveillance à Bayard, on m'a dit, voilà, tu es un facho, tu filmes tout le monde. Enfin, c'est mes opposants. Hein. Premier mandat, j'étais le premier à mettre 20, 30 caméras dans Bayard. Maintenant, on est à plus de 150 caméras. C'est réglementé par la police, enfin par la gendarmerie et par la préfecture. Mais au bout d'un moment, c'est sécurisant. Vous rentrez dans une ville où il y a des caméras, vous rentrez dans une ville qui est propre, vous dites ben, pourquoi j'habiterai pas là plutôt qu'ailleurs. Vous voyez. Après, vous regardez les services en fonction des compositions familiales, s'il y a des crèches, s'il y a des écoles, s'il y a le collège, nous on a le collège à Bayard. Et ce qui fait la valeur ajoutée à terme d'un choix de résidence pour des gens qui arriveraient d'ailleurs et qui ont tous le même profil. Le profil, c'est on veut investir, mais on n'est pas parti d'un endroit où on avait des contraintes, alors ça peut être la pollution, ça peut être, je ne dis pas que Bayard c'est la forêt de Fontainebleau, mais on a, je dirais, un certain confort lié à la proximité de la Garrigue et un peu plus bas avec Montguiot, avec la petite Camargue. Quoi. Voilà. Donc les gens viennent là-dessus, ils viennent habiter dans nos communes, parce qu'il n'y a pas que Bayard, dans nos communes pour ça. Ils viennent habiter parce qu'ils ont besoin d'authenticité, de droiture, si on peut dire, mais aussi de profiter de quelque chose qui leur permet d'avoir la garantie qu'ils n'auront pas investi pour rien. Voilà. Ça, c'est intéressant. Pour finir, on va terminer là-dessus. On va reparler de cette manif du 11 février à Montpellier. Finalement, j'ai quand même l'impression que tout ça se relie. Votre discours, monsieur le maire, sur la sécurité, sur la rigueur, sur une certaine forme de résistance, elle va s'exprimer et s'incarner avec bien de vos collègues à Montpellier le 11 février pour dire maintenant stop, ça suffit. Bien sûr. On reste nos traditions, notre culture, et on ne veut pas à un moment donné se faire dicter la loi par ce que vous appelez les bobos écolos. Voilà, bobo écolo, alors même si ça peut paraître bobo écolo, un peu une caricature, mais en fait ça identifie et ça image bien bobo écolo à vélo. Vous voyez, ça va venir, parce que moi je ne suis pas contre les gens qui font du vélo, mais il faut qu'ils comprennent que pour aller de Montpellier dans nos communes, on ne peut pas utiliser les vélos, bon, on a des transports en commun, mais donc il ne faut pas qu'ils s'imaginent que parce qu'on ne vient pas en vélo à Montpellier, on a envie voilà, de faire un bras de fer. Ce qui est de sûr, c'est qu'il y a des infrastructures qui ne sont pas adaptées, on ne parle que de Montpellier, mais après il y a une part donnée pour moi au vélo par rapport à ceux qui se déplacent en voiture qui est un peu trop importante. Même s'il faut regarder par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, la pollution qui peut être engendrée par l'apport des véhicules au cœur de ville, mais tout le monde n'a pas, alors la ZFE, on n'a pas tous les moyens de changer de voiture, mais par contre, on n'a pas les moyens de changer de voiture, mais par contre, on va être obligé de payer des pénalités ou de, je ne sais pas comment, enfin, je parle dans un caractère général, pour aller travailler à Montpellier, amener donc la richesse, l'activité, permettre aux entreprises et même au commerce de pouvoir avoir cet argent qu'on va dépenser à Montpellier, il va y avoir des problèmes. Parce que petit à petit, je pense que Montpellier, comme d'autres communes qui mettent en place la ZFE, qui chassent les voitures de la ville et tout, vont faire devenir leur ville des villes dortoirs où ça sera des lieux de déprédation qui seront évidentes. C'est pas la peine de raconter des conneries. À partir du moment où il n'y a plus d'activité, où il n'y a plus les commerces, quand on voit les vitrines qui se ferment les unes après les autres dans certaines rues, pas spécialement qu'à Montpellier, ça peut être à Paris, ça peut être un peu partout, c'est qu'il faut se poser des questions. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, moi je suis un ancien commerçant, les gens, il y a différents types de commerces, mais il faut que les gens puissent se garer en fonction du temps qui passe dans le commerce. Il est évident que vous allez chez le coiffeur ou au restaurant, vous pouvez vous garer à 5 minutes. Vous allez au tabac ou prendre un café, il faut que vous vous gariez devant. Vous voyez, c'est les stationnements, voilà. Tout le monde n'a pas les transports urbains juste sous les commerces. Vous voyez, donc tout cela, c'est une réflexion qui n'a pas
été prise en compte par ces urbains qui s'imaginent qu'ils ont la science infuse. Donc la science infuse, je ne dis pas que nous on l'a pour eux, mais surtout qu'il n'est pas pour nous. Voilà. Alors, dernière question, qu'est-ce que vous attendez de cette manif du 11 février? Est-ce que c'est un coup de force? Est-ce qu'un coup de force ou une démonstration de force finalement pour essayer de faire reculer ou faire mieux comprendre ou appréhender autrement cette situation? Vous savez, arriver à faire mieux comprendre à des gens qui ont une haute opinion, je dirais, de leur intelligence et surtout de ce qui peuvent amener à la chose publique, ça va être difficile. Moi, ce que j'attends de cette manifestation, c'est de montrer que les partis politiques, quels qu'ils soient, seront là sans pour ça avoir le droit à la parole. Donc ça, c'est hyper important. Que les gens qui ne sont pas en adéquation, ça peut être les éleveurs de taureaux espagnols, les éleveurs de taureaux camarguais, des fois il y a des distorsions, oui, mais non, tu pas les animaux, que ce soit les chasseurs, que ce soit les pêcheurs, que ce soit le monde agricole qui est stigmatisé et constamment attaqué, et souvent ça relie aux éleveurs, parce que les éleveurs sont des agriculteurs à part entière, sont tous unis là maintenant pour dire stop, ça suffit. Attention, maintenant nous avons une cause commune et c'est pas vous, minorité de Montpellier, là c'est en l'occurrence par rapport à la manifestation Montpellier, vous êtes 15-20, qui allez nous expliquer ce qu'on va faire sur un territoire qui est beaucoup plus large. Et quand je dis territoire beaucoup plus large, si autant de maires se déplacent, et notamment ça arrive de Perpignan jusqu'à, on le sait, du côté de Nice là-bas, pourquoi? Eh bien, c'est parce que en même temps, ces écologistes nous contraignent à des aménagements du territoire qui ne sont pas en adéquation par les obligations que nous avons de la préfecture, de créer du logement social, du logement. Tout ça, c'est quelque chose qui est kafkaïen. Reconstruire la ville sur la ville, quand vous avez des friches, c'est bien. Quand vous n'avez pas de friches, qu'est-ce que vous faites? Vous allez détruire 3-4 villas pour faire du vertical, et les gens qui habitaient derrière, ils n'ont plus le soleil, ils n'ont plus, et vous paupérisez leur patrimoine. Au moment, c'est très, très délicat. Donc, qui nous laisse faire? Ces écolos, ces gens qui sont prêts à aménager le territoire par rapport à nous, non, qui nous laisse faire, parce qu'on est conscient des problèmes, on est conscient de l'évolution qui doit aller vers l'écologie, mais on ne doit pas subir une écologie punitive sans conscience des impacts sur nos communes. Donc là-dessus, voilà ce qu'on attend de cette manifestation, et surtout de dire que moi, ce qui me réjouit, c'est de voir cette uniformité de ras-le-bol. Voilà, uniformité de ras-le-bol. De gens qui disent on viendra à la manifestation, on n'a rien à foutre de la bouvine, on n'a rien à foutre de la chasse, mais on vient parce qu'on en a marre, parce qu'ils nous font chier. Il y en a même qui m'ont dit nous on va venir à la manifestation parce que c'est grâce aux écolos maintenant qu'on a le double ou le triple de facture d'électricité. On va venir à la manifestation parce que maintenant les écolos, il y a eu ça et ça. Donc au moment il y a un ras-le-bol. Ces écolos, ce cas de bien, bon je ne parle pas des animalistes, mais les écolos se sont tirés des balles dans le pied en voulant faire les kékés, comme on dit, et en n'ayant rien à amener, parce que moi je suis contre l'éolien. Les éoliennes, ça pourrit nos paysages de partout, alors que ce soit en Lozère ou de partout, et l'éolien c'est pas une solution. Après il y a d'autres solutions peut-être, comme le photovoltaïque, mais à condition qu'il soit masqué, qu'il soit caché. Peut-être qu'il y a d'autres solutions où il faut qu'on travaille, mais on ne doit pas détériorer nos territoires parce qu'il y a eu un lobbying, mais on va mettre des éoliennes là parce qu'il y a un peu de vent. On sait très bien que les éoliennes, ce n'est pas la solution. Donc tout cela, c'est le ras-le-bol. Dans cette manifestation du 11, ça va être quelque chose de très important parce que c'est l'unification de gens qui en ont marre, des écolos, des urbains et surtout du système administratif au sens plus large, l'administration en règle générale, qui donne des directives mais qui ne sont pas applicables, mais qui nous contraignent. Vous voyez, voilà, c'est hyper important. Oui, ça va être une forme d'insécurité culturelle qui est ressentie par les gens aussi. Tout à fait. Une véritable insécurité culturelle. Insécurité culturelle. Et je vous dis, tout ça, ça ramène au lien social. Le jour où il n'y a plus les traditions et surtout notre culture, dont on est fier, dont on est originaire, vous n'avez plus de lien social. Vous n'avez plus ces rassemblements lors de fêtes votives, fêtes locales, même si elles sont ponctuelles, même si elles sont raccourcies, avec leur diversité en fonction de chaque territoire. Selon les territoires que vous avez, mais rien qu'autour de Montpellier, vous avez des fêtes qui sont complètement différentes, mais qui génèrent le même impact économique, sociétal. Toute dernière question, le gouvernement, s'il y a 15 000 personnes à Montpellier, il y aura quand même des personnalités. Vous y serez, mais il y aura des personnalités de région. Et finalement, est-ce que vous pensez que le gouvernement a-t-il réagi ou vous espérez que peut-être
il porte la voix, le gouvernement, au moment donné, qu'il réagisse au moins à cette manifestation, parce que c'est pas rien quand même 15 000 personnes sur un sujet comme celui-ci. Hein. Alors nous, on a la chance d'avoir un préfet qui est quand même, même si je ne voudrais pas dire ça, qui est couillu. Hein, voilà, on a un préfet qui nous a donné des réglementations pour respecter, je dirais, l'ordre public par rapport à ces manifestations. Nous avons expliqué la démarche et surtout il a compris qu'on n'aurait pas de déplacement, on resterait juste devant l'opéra Berlioz, devant le Corum et surtout la place qui mène jusqu'à la Comédie. Et surtout, il a été quand même d'accord avec nous qu'il y a un problème sociétal et un problème récurrent entre urbains qui prennent des décisions pour un ensemble de territoires qui est diversifié. Donc là-dessus, si on peut parler d'État, au-delà du côté administration, on a la chance d'avoir un préfet qui nous a écoutés et qui nous a, je dirais, accompagnés dans la réglementation d'une manifestation qui est dirigée par des gens qui ne sont pas des syndicalistes. En plus, bon, le problème était que il y a aussi la manifestation des retraites et nous avons réussi à nous entendre avec les syndicats qui organisent la manifestation des retraites pour que cette manifestation, et on les en remercie, leur manifestation soit décalée à 14h alors que la nôtre démarre à 11h et se terminera à 13h. Donc là-dessus, ça prouve bien qu'il y a une démarche commune et qu'on arrive à maîtriser les choses à partir du moment où on les prend en amont et on accompagne les uns et les autres. Le vent de la révolte rassemble. Le vent de la révolte rassemble.